conditions d'achat de l'or sur le marché international. Il faut rappeler que selon le code minier burkinabé, les installations minières ou encore de carrière et les substances extraites ne peuvent être réquisitionnées ou expropriées par l'État que pour un motif de nécessité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation fixée en accord entre les deux parties ou par un tribunal arbitral ou de droit commun. Le porte-parole du gouvernement rassure justement que les investisseurs et tous les autres partenaires du respect des engagements pris par le Burkina. Et donc, on va le rappeler ici, selon les rapports miniers, le Burkina Faso est désormais la 6e destination appréciée par les investisseurs miniers en Afrique, derrière la Namibie, le Botswana, la Zambie, le Maroc et bien sûr le Ghana. Surtout qu'il y a très longtemps, on ne voyait pas le Burkina justement dans cette shortlist en termes de destination d'exploitation minière. D'où la question de savoir, exploitation minière en Afrique, un enjeu de souveraineté non négociable? Élément de réponse à suivre dans cette édition. Et une autre thématique qui aura certainement des éléments de réponse dans le cadre de cette émission de l'international, il faut le dire, c'est celle qui concerne ces nombreuses manifestations enregistrées sous les mandats du président français Emmanuel Macron. La France va mal, oui, tellement mal qu'on se demande comment elle fait pour s'occuper des problèmes des autres nations. Le mal est vraiment profond et très accentué depuis l'arrivée au pouvoir du président français Emmanuel Macron. Oui, le premier mandat de Jupiter a été marqué par des manifestations hebdomadaires, des gilets jaunes qui réclamaient de meilleures conditions sociales. Et comme si cela ne suffisait pas, le second et apparemment le dernier mandat du président Macron est aussi sujet de nouvelles vagues de manifestations dans tous les secteurs. La réforme des retraites vient donc conforter cette idée d'une France qui ne se porte pas du tout bien. Emmanuel Macron est-il victime ou alors complice de la souffrance des Français? Comment comprendre ces manifestations tous azimuts dans un pays qui s'est érigé en donneur de leçons aux pays africains? Le peuple français a-t-il enfin compris à quelle sauce il est en train d'être mangé? Vivons-nous finalement l'effondrement d'un système qui ne profite qu'à une certaine oligarchie sous Emmanuel Macron? Ou tout simplement, pour vous Africains, quelle lecture faites-vous de la souffrance de nos frères français victimes de la politique expansionniste de leurs dirigeants? Voilà autant d'interrogations sur lesquelles nous reviendrons largement en deuxième partie de cette émission de l'International. Les panélistes. Voilà, le décor ainsi planté, chers téléspectateurs. Place à présent à la présentation de ceux qui vont nous accompagner, avec qui nous allons tenter d'avoir des réponses aux différentes questions qui ont donc été posées dans nos propos introductifs. Alors, honneur à ceux qui sont de l'autre côté. Nous accueillons pour cette édition Monsieur Tchèque Oumar Diarra. Vous êtes un panafricaniste averti, analyste politique également. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Votre micro est fermé, Monsieur Diarra. Votre micro. Non, pas toujours. Et pourtant, tout à l'heure, en off, nous vous écoutions. Votre micro est fermé. Alors, votre micro est muté, apparemment. Voilà, en attendant peut-être de retrouver M. Diarra, je crois que nous allons aller retrouver Sylvain de Bougou également, qui est à notre compagnie. Bonsoir, Sylvain. Qu'est-ce qui se passe avec leur micro aujourd'hui? Alors Sylvain, si vous nous entendez, essayez un peu de reconnecter votre micro, vous le débranchez puis vous le reconnectez s'il vous plaît. Alors, d'activer le micro simplement sur votre smartphone. Je pense qu'on va commencer par le plateau. Voilà, les invités ont
Ah oui, d'accord. Léane, nous vous entendons. Vous m'entendez maintenant? Oui, oui, là maintenant ça va, Monsieur Sylvain de Bougou. Merci déjà d'avoir accepté cette autre invitation. Alors, Nguéné est avec moi aujourd'hui. Bonsoir à vous et bienvenue. Madame, bonsoir très cher frère Nguéné, bonsoir. C'est un honneur d'être toujours en votre compagnie parce que vous vous battez pour l'Afrique. Vous mettez vos vies en jeu pour défendre la cause africaine, pour que la voix de l'Afrique se fasse entendre, pour que les générations à venir réellement savent à quoi se donner. En tout cas, je vous félicite et beaucoup de courage et surtout beaucoup de vigilance. Je vous dis comme ça, en tant qu'Africain, d'éviter vraiment les boîtes de nuit et les restaurants. Je vous le dis, ça c'est de façon très plate que je vous dis cela parce que nous savons qu'aujourd'hui en Afrique, l'empoisonnement et les assassinats sont les choses les mieux partagées. Nous avons vu tout dernièrement ce que Macky Sall a fait à son corps en allant faire casser ses vitres, les vitres de sa voiture. Alors prenez vraiment soin de vous. Je vous remercie. On attend les questions pour participer à cette émission. Merci beaucoup à vous, Sylvain de Bougou. Est-ce qu'on peut essayer une fois de plus avec vous, Monsieur Diarra, Cheikh Oumar Diarra? Oui. D'accord. Ça va là? Ça va. Maintenant, ça va. Nous sommes en phase. Voilà, en fait, c'est Cheikh Oumar Keïta. D'accord. Sorry. Ok, merci beaucoup. D'abord, bonjour à vous. Merci. Et puis, je pense que nous partageons les mêmes valeurs en ce qui concerne l'Afrique. Nous partageons les mêmes préoccupations, le bien-être du continent. Et puis, enfin, nous partageons les mêmes aspirations, le développement harmonieux de nos différents États. Comme il a dit tout à l'heure le premier panéliste, faire en sorte que nos enfants, les générations à venir, puissent trouver un continent prospère, libéré de toute forme de domination et de soumission, de tout agenda caché, de toute main invisible pour manipuler ceux qui se disent pour l'instant président de nos États. Et c'est un réel plaisir de pouvoir partager avec toute l'Afrique la modeste expérience que nous avons à travers les analyses que nous faisons. Donc je suis ravi d'être à votre compagnie. Merci à vous et je reste à l'écoute. Merci également à vous, Monsieur Cheikh Oumar Keïta. En présentiel sur ce plateau, nous recevons deux autres invités. Il s'agit dans un premier temps du docteur Sango. Je rappelle, docteur, que vous êtes politologue, internationaliste, expert des questions internationales. Bonsoir à vous, docteur Sango, et bienvenue. Bonsoir, cher Nguéné, bonsoir à Madame Dédi, bonsoir aux professeurs et bonsoir à nos co-panélistes qui sont à distance, sans toutefois oublier les millions, je voudrais dire les milliards de téléspectateurs qui prennent souvent du temps pour suivre nos modestes analyses. Je suis encore une fois de plus content et réconforté d'être là ce soir pour la poursuite du combat panafricain. Je peux vous permettre, docteur Sango, qu'elles sont loin d'être modestes, vos analyses. À vos côtés, ce soir, nous recevons également le professeur Bellec, analyste politique. Professeur, bonsoir à vous et bienvenue. Oui, merci de m'affubler du titre analyste politique. Je suis astrophysicien, panafricaniste et bien sûr défenseur de la cause africaine. Donc je dis bonjour bien sûr à mon copaniste là, docteur Sango, à vous, Linda et Nguéné. Bonjour à nos copanélistes qui sont sur Zoom, donc à savoir Oumar Keïta et puis Monsieur de Bougou. De Bougou, oui. Oui. Donc c'est un plaisir de partager ce plateau avec eux, puisque je crois que c'est la première fois, hein. Pour moi c'est une première. Et merci de m'avoir invité. Voilà. Avant, messieurs, le décor a été ainsi planté avant d'aborder les différentes thématiques. Peut-être faute dire un mot sur le 36e sommet de l'Union africaine qui se tient du côté d'Addis Abeba. Un 36e sommet, on l'a dit d'entrée, consacré à la mise en œuvre de la zone de libre-échange, mais également les questions sécuritaires seront évoquées. On a parlé de la République démocratique du Congo avec la situation qui sévit à l'est du pays. On a parlé de la sécurité dans le Sahel en général. Du côté du Tigré, pas mal d'enjeux d'entrée. Peut-être prendre un premier avis de la part de Monsieur de Bougou. Alors,
Au regard de ces enjeux qui se jouent actuellement du côté d'Addis Abeba, si nous restons dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange, nous constatons clairement que ce n'est pas aujourd'hui que la question globalement est évoquée. On parle de la mise sur pied de cette zone depuis pas mal d'années, mais il y a toujours ces blocages-là qui persistent. À votre avis, qu'est-ce qui fait véritablement problème? Merci, très cher monsieur. À cette rencontre où on parle de libre-échange, de libre circulation, pour nous, ces Africains qui se réunissent dans cet immeuble qui leur a été gracieusement offert par la Chine et autres, je pense qu'ils sont en train de démontrer leurs limites parce que cette association d'amis, ce club d'amis, ce n'est pas maintenant que ce club d'amis s'est réuni. Alors pour nous, ils sont venus encore endormir les Africains qui aujourd'hui ne veulent plus dormir grâce à des télévisions, à des radios et à des interventions d'experts dans tous les domaines au niveau africain. Alors ils sont venus simplement endormir, comme j'ai dit, essayer de faire endormir les Africains une fois de plus, comme le leur demande leur maître depuis Paris, Londres et Washington. Sinon, le problème de la libre circulation, je pense que dans toute l'Afrique, même les sous-groupes en parlent et on ne voit pas toujours cela. On voit toujours des réactionnaires qui dirigent nos pays et qui suivent les faits de roue qu'on leur donne depuis les pays, je dirais, glaciaux. Vous comprenez? Alors pour nous, ça ne va pas, cette réunion va accoucher encore d'une souris et ça ne va pas aboutir. Alors, il faut que les Africains s'organisent, les Africains continuent de dénoncer cette marmaille qui s'opère au niveau international africain pour que ceux-là qui ont pris la direction de nos pays, soit par les fusils, des coups d'État ou bien grâce à leurs amitiés avec les Occidentaux, réellement nous écoutent pour qu'on avance. Sinon, pour l'instant, je ne crois pas à la réussite de ce qu'ils sont en train de dire, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils en parlent. Il y a très longtemps, avant même que nous sachions dire un mot dans cette langue étrangère qu'on appelle le français, les gens parlaient déjà de cet libre-échange qui n'a jamais eu lieu. Par Keïta, est-ce que vous montreriez pessimiste ou alors optimiste au regard bien sûr de cet aspect bien précis autour de la mise en place de la zone de libre-échange, l'un des aspects majeurs d'ailleurs de ce 36e sommet de l'Union africaine? Vous savez, ça fait toujours rire quand je regarde ces chefs d'État qui vont à ces réunions, à ces sommets, mais qui visiblement manquent de rationalisme, de pragmatisme et surtout de patriotisme, tous ces chefs d'État africains. Quand vous prenez l'histoire contemporaine de l'Afrique, vous voyez qu'il y a eu des grands empires qui sont passés. Et vous avez vu des grands royaumes qui sont passés. À cette époque-là déjà, il y avait cette libre circulation entre les Africains. Libre circulation entre les empires, les royaumes, tout ça et autres. Nous rentrons dans une phase appelée la phase moderne de nos États après l'indépendance. Et l'objectif de la souveraineté, c'est de pouvoir décider par soi-même d'appartenir ou de ne pas appartenir. Quand on rentre dans un groupe, c'est de voir comment on peut harmoniser nos positions, nos objectifs, nos ambitions pour créer un vaste marché. On n'a même pas besoin de toute cette comédie que fait l'Union africaine. Je reviens sur les sanctions que nous avons qualifiées à l'époque d'inhumaines, d'illégales, d'injustifiées. Comment l'Union africaine a apprécié les sanctions de la CEDEAO qui étaient purement hors contexte. De façon illégale, de façon inhumaine, on a imposé des sanctions à un pays et on allait même jusqu'à ce qu'on appelle l'embargo économique. On a fermé les frontières terrestres
On a formé les frontières aériennes. On a soumis le Mali à un embargo. Grâce à la résilience du peuple malien, le Mali a pu en tout cas, la situation a pu se stabiliser. Alors, vous croyez réellement que moi, en tant que Malien, que vous croyez réellement que le peuple malien croit à ce à ce marché-là de libre-échange? Donc, en d'autres termes, si demain, je ne suis pas d'accord avec Alpha, si demain, je ne suis pas d'accord avec Moussa, si demain, je ne suis pas d'accord avec Yao, on va fermer ma frontière et on me dira que je suis dans un marché de libre-échange. Il y a une contradiction. Ça ne peut pas marcher. Comme l'a dit tout à l'heure le premier panéliste, ça ne peut pas marcher parce que les intérêts occidentaux ne permettront jamais aux Africains d'avoir ce libre marché. Ce libre marché ne pourra prendre forme que lorsque les États vont prendre en compte les intérêts vitaux de leur population respective. Voilà pourquoi je suis parmi ceux qui se battent pour la mise en place de cette fédération du Mali. Le Mali, la Guinée et le Burkina, pour créer ne serait-ce qu'un embryon de marché où les barrières ne vont pas exister. Pendant qu'on nous parle de marché commun, la Côte d'Ivoire vient d'instaurer la carte de séjour. Comment le marché il ne se crée pas lui seul, ce sont les hommes qui font vivre les marchés. Et déjà la carte de séjour est un blocage, s'il vous plaît. La carte de séjour que vient d'instaurer Alassane Ouattara, d'ailleurs qui a toujours existé depuis qu'il était Premier ministre, c'est un empêchement. Mais je n'ai vu ni l'Union africaine, ni la CEDEAO, alors que ce libre marché existe aussi au niveau de la CEDEAO. Donc si la CEDEAO elle-même est incapable de mettre en place ce libre marché, je me demande bien comment l'Union africaine va réussir. Et quand on regarde le comportement de certains chefs d'État, comme Macky Sall, mon frère l'a dit tout à l'heure, après ce que nous avons vécu avant-hier avec Ousmane Sonko, et ce que nous avons vécu le jour d'avant avec Alassane Ouattara, l'instauration de la carte de séjour, de quel libre marché on nous parle? Lorsqu'un président comme Bazoum prend son temps à insulter le Mali, lorsqu'un président comme Ouattara, de façon unilatérale, décide de garder les frontières ivoiriennes fermées, et au Burkina, et à la Côte d'Ivoire, et au Mali, autant pour moi, et à tous les pays qui font frontière avec la Côte d'Ivoire, Ouattara, c'est maintenant qu'il est en train de lever les sanctions. C'est maintenant que Ouattara est en train de lever les sanctions. Je dis sanctions, mais c'est maintenant qu'il est en train de permettre que les frontières soient ouvertes. Dans ces conditions-là, croyez-vous réellement qu'on peut parler de libre marché? Lorsque un président se déclare lui-même super président de tous les présidents africains, en violation du principe même du protocole additionnel et de la CEDEAO et de l'Union africaine, comment on peut parler de libre marché lorsque le principe même dès le départ est biaisé? Lorsque les intérêts des Africains sont menacés et rejetés, comment on peut parler de libre marché lorsqu'on ne prend pas en compte l'aspiration du peuple malien, l'aspiration du peuple burkinabé, en un mot, l'aspiration du peuple africain? Lorsque pour construire sa propre maison il a dit tout à l'heure, l'Union africaine, le siège, c'est la Chine. On vient d'apprendre il n'y a pas longtemps que le siège de la CEDEAO à Abuja, c'est encore la Chine qui va construire. Mais quand c'est eux qui décident pour nous et que nous-mêmes, nous sommes incapables de décider pour nous-mêmes, comment on va voir ce marché-là avec une monnaie que nous ne maîtrisons pas? C'est-à-dire, nous, en ce qui nous concerne, le franc CFA. Et curieusement, on va avoir un marché commun pendant que notre CFA n'a pas la même valeur que le CFA de la zone CEMAC, c'est-à-dire Cameroun, Centrafrique et autres. Le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, on ne peut pas le manger au Cameroun. Le franc CFA du Cameroun, on ne peut pas le manger au Mali. Mais pourtant, c'est... Bon. Comment déjà avec cette situation, on peut parler de libre-échange? C'est difficile. Donc, moi, je n'y crois pas. C'est une utopie. C'est un jeu de mots.
les gens font ce qu'ils veulent, mais la réalité, je ne dis pas que ça ne va pas arriver, mais pas dans la forme actuelle, avec les chefs d'État actuels soumis à la volonté de leur maître. Je ne crois pas, je n'y pense même pas. Donc je préfère me concentrer sur la fédération Mali, Burkina, Guinée, que de croire qu'il y aura un libre marché africain au nom de l'Union africaine. Je ne crois pas. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, hein, Tchèque Keïta, Tchèque Oumar Keïta. Alors, sur ce plateau également, nous allons commencer avec vous, professeur Balek. Alors, c'est vrai que Tchèque le disait tout à l'heure, lui, il pense que c'est une utopie. Moi, je vais reformuler la question. Alors, application ou effectivité possible future de la ZLECAf, lueur ou l'heure? L'heure. On joue dans le même sens que deux précédents compagnies. Non, mais sérieux. En fait, si j'en avais la possibilité et que vraiment je suis bien énervé, je prends le langage vulgaire, je prends un flingue, oui. Je monte à Addis Abeba dans cette salle et je flingue un maximum de gens. Je n'ai pas dit tout le monde, hein, un maximum. Il y en a qui auront intérêt à se faire discret pour que je ne les vois pas. Parce que cette zone de libre-échange, vous savez à quand elle date? C'est lorsque Paul Kagame a quitté la tête de l'Union africaine et a fait une passation de pouvoir. Je ne sais pas qui l'a succédé à l'époque, et ça remonte au mois de mai 2019. On est quand là? On est en février 2023. Ils ont fait quoi pendant plus de 3 ans et demi? Zéro. Et puis tout ce que mes compagnons ont dit là. Hein? Attends, tu peux pas faire petit, mais au niveau sous-régional, ça ne marche pas. Ça va marcher maintenant au niveau du continent. Et puis, c'est pas tout. C'est la preuve que ces États sont vraiment des États dirigés par des écervelés. C'est-à-dire des gens qui n'ont jamais mis leur cerveau à l'endroit. Pourquoi? Parce que, naturellement, il y a libre-échange avant la colonisation. Est-ce que quelqu'un a dit une fois qu'il y a barrière? Que si tu es dans l'Empire du Mali, tu ne peux pas échanger avec les gens qui se trouvent à Sokoto. Ça, c'est un royaume Hausa. Jamais. On échangeait. Oui. Puisque l'indigo, ça, c'est une invention malienne, récupérée par les Nigériens, ce sont des voisins. Donc, les Hausa tissent le tissu. D'autres villages Hausa mettent, comment dire, ils font pousser le coton, ils tissent le tissu, d'autres vont mettre la couleur indigo, et ça a fini par habiller les Touaregs au Mali, au Niger. Donc il n'y a pas de limite là. On les appelle les hommes bleus, pourquoi? C'est l'indigo là. Mais c'est pas eux qui fabriquent à la base. C'est fabriqué plus au sud. Et puis il y a tout un système commercial, une chaîne commerciale qui fait qu'ils peuvent être habillés en bleu. L'indigo, les tissus en indigo. Voilà. Donc le libre-échange au niveau de l'Afrique a tout existé. Et heureusement, s'il n'y avait pas eu de libre-échange à la base, vous savez, je vais vous raconter un fait d'histoire qu'on peut vérifier il y a 25 000 ans. Quand on parle de Ishango, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent aux mathématiques. Mais moi, je veux parler d'Ishango, autre chose. Les pointes de harpon. Très intéressant. Elles étaient à l'époque en os. Simple barbelure, double barbelure, et ça finit avec une seule pointe. C'est l'évolution actuelle. Alors, si vous partez des Ishango, je parle maintenant des pointes de harpon simple barbelure, elles sont datées de 25 000 ans. Ouais. Vous vous éloignez, vous allez un peu vers le nord. Vous êtes à Eshahenab, ça c'est le Soudan. C'est déjà un peu plus jeune. Disons que c'est autour de 20 000 ans. Vous remontez au Fayoum en Égypte, là vous êtes autour de quelques dizaines de milliers d'années. Mais vous prenez la direction de l'ouest de Ishango. Bamako, c'est plus vieux que Dakar. C'est que les points de harpon qu'on trouve à Bamako sont plus vieux que ceux de Dakar, parce que Dakar est plus loin des Ishango. Et ceux de Bamako sont plus jeunes que ceux des Ishango. Et vous continuez comme ça jusqu'à arriver même en France. La grotte de Pêche-Merle, je l'ai visitée. Là, vous allez voir les points de harpon. Simple barbelure, ça date d'il y a 6 000 ans seulement. Double barbelure, 8 000 ans. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit le transfert de technologie. S'il y avait eu quelques barrières que ce soit, et qu'il n'y avait pas libre-échange, il n'y aurait pas eu cette diffusion. Oui, en rappelant que Ishango, c'est en RDC. Oui, dans la région du Kivu, là. Du Kivu, Nord Kivu. Nord Kivu, voilà. Et il n'y aurait pas eu ça. Et les mathématiques non plus. Peut-être même, on ne saura rien des mathématiques aujourd'hui, parce que les mathématiques, quand étaient, là je reviens un peu sur les maths, quand étaient inventées à Ishango,
il y a 25 km. C'est là qu'on a pu l'attestation. Mais sauf qu'entre-temps, le mont Katwe qui est en Ouganda a explosé. Il a mis ses cendres partout. Donc la civilisation du Shango a disparu. Mais heureusement qu'entre-temps, les gens se sont éloignés et que la technologie s'était déjà diffusée. Alors, non. Ce que ces gens-là font sont des clowns, des numéros de clowns, et ils ne veulent pas savoir la vérité. La vérité, c'est qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas de cette zone de libre-échange. Ils ne veulent pas. Pourquoi? Ne serait-ce que par leur mauvaise... Mais pourquoi en parler si au fond, les actes qu'ils posent démontrent en fait que c'est factice? Mais pourquoi en parler? Pourquoi vouloir berner? Parce que c'est l'impression que l'on a que ils sont en train de vouloir berner le peuple africain, décourager peut-être les activistes, les panafricains qui veulent changer la donne. Non, ils ne peuvent pas nous décourager. On va s'arranger pour que ça évolue. Il ne faut pas nous décourager. Cette lutte remonte, elle est vieille. Ici au Cameroun, par exemple, pour remonter au Mangabel, Martin Samba, Madola, c'est vieux. Jusqu'à ceux que tout le monde se rappelle encore aujourd'hui. Et puis nous, on continue. Nous sommes tous là, non? Même ceux qui sont dans la diaspora, on est tous là. Non, ils ne peuvent pas arrêter ça. Ça, c'est irréversible. Ça va les rattraper. Mais non, ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'ils occupent le terrain, montrer qu'ils font un travail. Comme on dit, il y a Union africaine, il y a Union européenne. Donc, un genre de copier-coller, sauf que les autres là-bas, ils font des choses. Bon, heureusement pour nous, ils font beaucoup d'erreurs aussi. Parce que c'est bien de faire des choses. Mais faire des bêtises, c'est pas meilleur non plus. Bon, les Occidentaux font quand même beaucoup de bêtises en ce moment. Ça nous arrange, pour notre lutte de libération. Mais ici, là, eux ne font rien. Et puis, ils veulent donner l'impression qu'ils font quelque chose. D'ailleurs, un autre exemple qui montre qu'ils tournent en bourrique, là, ils font tourner en rond. Pourquoi? Le siège de la CEDEAO à Abuja, je viens d'entendre là. Quels sont ceux qui sont censés le construire? Les Chinois. Mais les Africains ne savent pas construire. Il ne faut quand même pas se moquer du monde. C'est l'occasion de donner du travail à quelqu'un et de lui faire sa promotion. Même comme ils sont à l'Afrique de l'Ouest, l'architecture soudanaise est connue. Il y a des livres entiers, ça s'apprend même à l'école d'architecture. Bon, peut-être pas beaucoup en Afrique, mais beaucoup en Europe, ça s'apprend. L'architecture soudanaise, ça existe. Et vous allez à Djenné, monsieur qui est allé du Mali, là, à Djenné, allez même à Tombouctou. Vous allez voir la mosquée Djingaber. Mais c'est une architecture unique dans le monde. Les Africains sont des très grands architectes. Il y a des très grands noms là-bas. Alors, pourquoi donner à des Chinois? Ça coûterait moins cher de donner à des Africains. Et puis l'argent restera en Afrique. Pourquoi donner... Alors, ok, donc c'est gratuit. Alors, ça s'appelle la mendicité. Donc, dans ce cas, on échange quoi? Entre mendiants, on n'a rien à échanger. Donc, ils sont toujours dans une logique où il y a prédation, les richesses sont d'Afrique, les Africains n'en profitent pas, ils sont pauvres. Comme ils sont pauvres, on est content que les Chinois viennent nous construire gratuitement. Mais on a vu que quand ils construisent, ils font quoi les Chinois? À l'Union africaine, on l'a remarqué. Quand les Chinois construisent le palais de l'Union africaine là, à Addis Abeba, ils mettent quoi à l'intérieur? Ils mettent des micros. Et ils n'ont pas tiré encore la leçon. Ils mettent des micros, ils vous espionnent donc. Bon, les gens là, CEDEAO, ils n'ont pas compris la leçon de l'Union africaine. Qui peut le plus que le monde? Donc si on a vu des micros là-bas, il faut éviter ces micros dans une structure sous-régionale. D'accord. Voilà. Et permettre à des candidats africains de faire leurs preuves. Et pourquoi pas d'échanger entre eux? C'est l'occasion de mettre en relation des architectes nigérians, peut-être telle ou telle industrie nigériane, telle ou telle de Côte d'Ivoire, telle ou telle industrie du Mali ou de la Guinée. Pourquoi ne pas les mettre ensemble? Parce que construire ce genre de bâtiment demande beaucoup de différents corps de métier. Pourquoi ne pas les mettre ensemble? Une fédération. Voilà, et là on verra le libre-échange fonctionner à l'échelle sous-régionale. Alors ce qui me permet justement de faire une petite parade pour parler de cette fédération entre le Mali, le Burkina et bien sûr la Guinée. Alors je reviens dessus, pourquoi? Parce qu'on parle là de ZLECAf, de zone de libre-échange continentale, et tout à l'heure le professeur parlait de l'échec justement de cette libre-échange là en sous-région, mais il se trouve que depuis quelques jours quand même, c'est une idée qui habite ou qui alimente ces trois pays qui ont pratiquement un destin commun, on va le dire ainsi, parce que les trois pays ont au sein, enfin à la tête des institutions, ou du moins du gouvernail, des militaires qui sont arrivés, nous le savons, par des coups d'État justifiés par le peuple qui a appelé justement au départ de ceux qui étaient là bien avant. Et donc, est-ce que, partant de cette fédération, on ne pourrait pas peut-être tirer exemple, du moins les autres ne pourraient pas tirer exemple pour finalement mettre sur pied cette ZLECAf?
Oui, ce serait un exemple parfait, mais sauf que les intérêts personnels égoïstes des chefs d'État africains font en sorte que le bon exemple n'est jamais suivi. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que la zone de libre-échange ne se fait pas par voie décrétale. On ne pourra jamais réaliser la zone de libre-échange continentale en faisant des discours, en faisant ce que j'appelle souvent les agitations de surface. Parce que ce que l'Union africaine vient de nous donner à voir à travers ce 36e sommet qui vient de s'ouvrir là, c'est que c'est une union qui ne veut pas tirer les leçons de ses multiples échecs. C'est une union qui ne veut pas changer. Parce que lorsqu'on essaie un peu d'analyser les enjeux de cette 36e union, sommet, on voit bel et bien que les enjeux restent les mêmes. On peut rapidement évoquer 3. Nous avons les enjeux sécuritaires. On sait que ce n'est pas aujourd'hui que ces enjeux sécuritaires-là arrivent en Afrique. Nous avons la passation, n'est-ce pas, du siège de la présidence qui se fait chaque année et la zone de libre-échange. Vous voyez que ces 3 enjeux sont des enjeux qui datent depuis des années. Donc l'Union africaine a de la peine à innover. L'Union africaine a de la peine à penser même les stratégies qui pourraient permettre à l'Afrique de décoller. Le professeur a très bien fait de convoquer cet exemple dans le passé. Parce que lorsqu'on parle du libre-échange continental aujourd'hui, les gens pensent que c'est une nouveauté en Afrique. Ce que les gens ne disent pas, c'est que avant, n'est-ce pas, l'accident que l'Afrique a connu en rencontrant l'Occident, c'est-à-dire avant la colonisation, les Africains échangeaient. Alors, cette zone de libre-échange qui était réelle, à l'époque précoloniale, est devenue une fiction, a été cassée, a été détruite par les colons à travers ce que j'appelle souvent le principe de l'intangibilité. Parce que lorsque vous voyez le droit international, qui est un droit qui a été écrit par ces occidentaux là, il y a un principe très important là qui a permis de diviser l'Afrique. Or, avant leur rencontre, avant leur arrivée en Afrique, l'Afrique était une et indivisible. Ce principe de l'intangibilité là, c'est quoi? C'est un principe qui voudrait que les pays africains aujourd'hui ne remettent pas en cause les frontières qui ont été héritées par la colonisation. Et vous allez vous rendre donc compte que ces frontières là ont été tracées sans tenir en compte des réalités sociologiques des pays africains. Et les pays africains restent encore ancrés sur ce principe d'intangibilité aujourd'hui. Ils sont encore jaloux de leur pseudo-souveraineté. Or, la réalisation de la zone de libre-échange passe indubitablement par des actions concrètes et prises dans des situations elles-mêmes concrètes. C'est pour cela que l'exemple que vous venez de convoquer là tout à l'heure, de l'axe Bamako-Ouagadougou, est un exemple plus concret. C'est un exemple plus concret parce que ces deux pays ont compris que le véritable intérêt du continent africain passe totalement par leur souveraineté. Vous allez vous rendre compte que l'Union africaine, chaque fois qu'elle se réunit, elle ne pose pas sur la table le principe de souveraineté des États. La preuve, encore à Addis Abeba aujourd'hui, nous avons vu comment le secrétaire des Nations Unies est présent. Il vient faire quoi là? Il vient dicter. Qu'est-ce qu'il vient faire à une réunion typiquement? Est-ce que lorsque l'Union européenne se réunit par exemple, on invite ne serait-ce que le président de l'Union africaine ou alors le président de la Commission de l'Union africaine? Jamais. Parce que ce sont des choses essentiellement européennes. Et c'est pendant ce moment que les Européens pensent les stratégies de leur développement. Mais les Africains n'ont pas encore compris cela. Les Africains continuent tout simplement à se livrer à cette entité instrumentale où elle va tout simplement s'adosser à un camp comme dans un autre. Donc je dis, moi je reste tout simplement pessimiste quant à ce qui concerne les résolutions qui sortiront de ce sommet-là. Les enjeux restent connus, et ils sont là pour bavader. Or, comme j'ai souvent l'habitude de dire, l'Union africaine qui devrait être la maison de l'Afrique est en train de brûler et ses enfants sont en train de regarder ailleurs. Merci à vous, Dr Sango, puisque vous avez évoqué d'ailleurs l'axe Bamako-Ouagadougou ou encore Conakry, il faut le dire donc clairement. Les trois pays se sont réunis il y a quelques jours de cela et ont milité pour la levée des sanctions prises entre autres par l'Union africaine.
L'Union africaine, effectivement, a donc répondu et a d'ailleurs souligné qu'il y aura une réunion du Conseil de sécurité et de paix qui se réunira. La date n'a pas été évoquée, mais clairement, cette réunion a été annoncée par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, au sujet notamment de cet appel lancé par ces trois pays, le Mali, le Burkina Faso ou encore la Guinée-Conakry. Monsieur Sylvain de Bougou, nous revenons vers vous à marche d'ailleurs de ce 36e sommet. Un autre aspect qui a retenu notre attention particulièrement durant cette journée du 18 février 2023, c'était la sortie du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Ce dernier, entre autres, est revenu sur la situation sécuritaire qui secoue particulièrement l'Afrique. Il s'est montré préoccupé. Il s'est dit préoccupé par la situation qui prévaut sur le continent en matière de sécurité. Que pensez-vous de cette sortie de M. Guterres? La sortie de M. Guterres est un aveu pour démontrer aux yeux du monde entier que l'ONU n'a jamais réglé un problème. Au contraire, l'ONU crée des problèmes. Et lorsqu'on parle de l'Afrique, ce n'est pas la première fois. On a des troupes onusiennes un peu partout sur le continent africain. Mais lorsque ces troupes onusiennes sont là, elles créent le plus de problèmes. Elles vont violer des enfants en Centrafrique et en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo. Donc l'ONU, le secrétaire général Guterres qui sort pour dire qu'il est vraiment préoccupé par le problème de la sécurité en Afrique, mais il vient nous dire, très chers Africains, si ceux qui sont là avec lui étaient vraiment intelligents, ils allaient prendre la situation en main et mettre en place une armée africaine pour régler vraiment les problèmes sur le continent africain. Il y a aujourd'hui en Afrique des pays qui ont le savoir militaire, qui possèdent le savoir militaire. Je parle ici par exemple du Cameroun et d'autres pays comme le Nigeria, qui peuvent réellement, la République de Sud-Afrique, qui peuvent réellement aider à ce que l'Afrique ait une sécurité permanente. Voilà. Mais comme eux, l'ONU surtout, qui déverse des armes, ou bien l'OTAN qui déverse des armes aujourd'hui en Ukraine, et ces armes qui transitent pour arriver en Afrique, parce qu'il n'y a plus de limites. Des guerres que l'ONU a voulu arrêter en Libye ont laissé des armes en Afrique. Et donc, c'est un aveu complet de la part de l'ONU à travers son secrétaire général. Pour moi, c'est un défi qu'il nous lance. Il faut que les Africains se réveillent. Mais malheureusement, ils ne vont pas se réveiller, ceux qui sont là. Ceux qui sont réunis aujourd'hui à Addis Abeba ne peuvent pas se réveiller parce que leur pouvoir ne leur appartient pas. Le pouvoir qu'ils ont ne vient pas du peuple africain. Ils n'écoutent pas le peuple africain. C'est-à-dire le petit peuple qui vit le problème de l'insécurité au quotidien n'est pas écouté. Le peuple africain qui vit la famine au quotidien n'est pas écouté. Et c'est cela le problème de l'Afrique. Parce que ces gens, quand ils arrivent là où ils sont, quand ils ont entre griffes le titre de président, ils ne font qu'écouter l'étranger. Pour eux, ils se font, je dirais, des petits devant des gens qui, ma foi, devaient les respecter. Voilà. Donc, ils se font infantiliser chaque jour. On voit combien de fois, par exemple, quand Alassane Dramane Ouattara arrive en France, combien de fois il ouvre ses bras pour aller embrasser Macron, voilà, devant son petit-fils, mais il se fait encore plus petit. Donc, M. Guterres nous dit, il est temps que vous preniez vos responsabilités. Et c'est vrai, c'est un aveu, mais en même temps, il faut qu'on en profite si vraiment il veut nous libérer de cette insécurité en Afrique. De Bougou, M. Cheikh Oumar Keïta, quand Antonio Guterres s'indigne ou du moins s'insurge contre la situation sécuritaire qui, on va dire, s'est emparée du continent africain, est-ce une façon pour lui d'avouer ouvertement l'échec des missions de maintien de la paix de l'ONU qui sont déployées un peu de partout à travers l'Afrique, ou alors
Est-ce, comme disait Sylvain de Gogou, une façon pour lui d'interpeller les dirigeants africains quant à leur responsabilité dans cette insécurité qui frappe de plein fouet certaines parties du continent? Vous savez, j'ai juste envie de rire un peu. C'est une fois de plus, Antonio Guterres, c'est un pantin, c'est un comédien, c'est la mise en scène. Parce que, figurez-vous, je m'excuse, est-ce que le son, ça va? Ça va, monsieur Tchèque. D'accord, ok. Je crois que Antonio Guterres, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, je n'en veux pas trop à ce pantin-là. C'est-à-dire, la France même a qualifié le secrétaire général des Nations Unies, pas celui-là, mais De Gaulle, à l'époque, ils avaient dit que c'est une marionnette. Le secrétaire général des Nations Unies est une marionnette des grandes puissances militaires, je veux dire. Avant de s'attaquer au mal, avant de vouloir éradiquer un mal, il est toujours important, quand vous allez à l'hôpital, le médecin fait un diagnostic à partir des analyses, à partir de ce que vous vous dites. Et il arrive à la conclusion comme quoi il faut guérir le mal à la racine. Mais vous voyez, moi je ris toujours quand on parle de sécurité dans le Sahel, sécurité en Afrique, mais sans toucher la racine du mal, on veut soigner le mal. Je ris. Par moment, quand vous avez le cancer, on est obligé de couper la partie qui est sérieusement atteinte du cancer. Et après, le cancer se développe à un autre niveau de votre corps. Le véritable enjeu, c'est qu'ils arrêtent de financer les groupes terroristes, les groupes rebelles. Je vais vous donner deux exemples très simples. La rébellion d'Alassane Ouattara était financée par l'Occident. Lorsque Ouattara a lancé l'offensive contre Laurent Gbagbo, les armes ont été achetées où? En Biélorussie, pendant que la Côte d'Ivoire était sous embargo. C'est Blaise Compaoré, il est vivant aujourd'hui, il peut porter plainte s'il veut, parce qu'il sait que je suis dans la confidence. Blaise Compaoré est celui qui a convoyé les armes de Burkina en Côte d'Ivoire. À l'époque, l'ONUCI et la force Licorne, c'est eux qui ont fait entrer les armes au niveau d'Abidjan. Et c'est l'ONUCI qui a convoyé les rebelles jusque dans la capitale ivoirienne. Alors moi, je voudrais bien savoir comment cette ONU-là vient nous dire prenez vos responsabilités pour gérer votre sécurité. Quand c'est eux-mêmes qui sont à la base. Le deuxième élément qui a déstabilisé la Libye, on savait que la Libye était un verrou sécuritaire. Et pour l'immigration clandestine, et pour le Sahel. Lorsque le président Toumani a dit ce que vous faites n'est pas bon, il n'a pas été écouté. Lorsque le président Dibi a dit ne faites pas ça, il n'a pas été écouté. Alors, Nicolas Sarkozy avec Barack Obama ont décidé par eux-mêmes, ils ont manipulé le secrétaire général des Nations Unies, ils ont fait voter une résolution et ils ont attaqué la Libye. L'OTAN a attaqué la Libye. Que s'est-il passé? Le verrou sécuritaire a sauté et c'est pas tout. Le renseignement français a travaillé d'arrache-pied avec le renseignement algérien pour laisser les groupes rebelles infiltrés de terroristes pour descendre dans le nord du Mali, ce qu'on appelle SEMA ou quoi, les rebelles du Mali. Donc, comment voulez-vous guérir le mal du Mali et laisser la source même, c'est-à-dire ceux qui financent? Le Premier ministre du Burkina l'a dit, le ministre des Affaires étrangères du Mali l'a dit, il y a des agendas cachés derrière toute tentative de déstabilisation d'une région ou d'un État. Tant qu'on ne comprendra pas cela, tant qu'on ne comprendra pas qu'il faut combattre le mal à la racine, et d'ailleurs c'est ce qui justifie aujourd'hui cette union sacrée entre le Mali et le Burkina, et ensuite la Guinée, pour combattre le terrorisme jusqu'à la racine. La question sécuritaire ne peut être résolue que si ils arrêtent de financer. Au nord du Mali, c'était le Qatar et puis les Émirats arabes unis, sans oublier l'implication de la France. Tant qu'on ne comprendra pas cela, on sera toujours confronté à des défis sécuritaires. Ça, c'est un premier point, ça, au niveau de la sous-région. Quand on va du côté du Congo-Kinshasa, comment vous mettez un pays sous embargo sur les armes, et en même temps, vous lui dites, prends ta responsabilité. Pendant que les terroristes reçoivent aide financière
aide matérielle. Quand je dis matériel, je parle d'équipement militaire. Et en même temps, on dit, non, 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 vous n'avez pas droit d'acheter des armes, il y a l'embargo qui est là. Si Ouattara n'avait pas contourné l'embargo, est-ce que Ouattara serait au pouvoir? Pas du tout. Ouattara a contourné l'embargo via le Burkina Faso pour faire entrer ses armes en Côte d'Ivoire et attaquer le Rambago. Alors on dit à Tshisekedi, non, 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 le fils, on dit non, 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 il y a embargo sur ton pays, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais pourquoi il y a cette déstabilisation? On ne voit que l'élément, c'est-à-dire comment ils appellent ça là même, le M23 ou bien quoi là. Mais ce n'est pas eux. Merci. Le Rwanda a son implication. Le Rwanda a une implication directe dans ce qui se passe dans le nord du Congo. Mais le Rwanda n'est pas seul. Le Rwanda travaille de connivence et avec l'Angleterre et avec la France et encore avec les puissances qui sont intéressées par rapport au nord du Congo. Donc tant qu'on ne comprendra pas, et ce sont les Africains malheureusement qui combattent d'autres Africains au profit des Occidentaux. Pour moi, laissons les Africains gérer leurs problèmes. Mais, pour revenir rapidement, tant que l'Afrique est perçue comme le réservoir pour soutenir le développement de l'Occident, on ne connaîtra jamais de libre marché. La paix sera difficile. Je ne dis pas qu'elle sera impossible. Elle sera difficile. Parce que ceux qui détiennent les grandes entreprises en Europe, c'est eux qui financent la déstabilisation de certaines régions en Afrique. En accord avec les chefs d'État de ces pays occidentaux. Alors, tant que l'Afrique ne comprendra pas, mais ce sera difficile de comprendre quand on a un président comme Alassane Ouattara, comme on a un président comme Bazoum, quand on a un président comme les autres que vous connaissez. Regardez, je vois le fils de Dibi en train de se pavaner dans les couloirs du siège de l'Union africaine. Alors qu'il est arrivé lui aussi, si on peut bien dire, il est arrivé de façon, voilà là, il se pavane. Mais ce monsieur-là, est-ce qu'il a été élu? Est-ce qu'il a été élu? Mais justement parce qu'il fait le jeu de la France et de l'Occident. Donc, tapis rouge, il passe. Assimi Goïta, non. Mamadi Doumbia, non. Le capitaine Traoré, non. Alors, quand vous voyez cette discrimination notoire, aussi visible, vous croyez réellement que si des initiatives telles que la Fédération du Mali, Burkina, Guinée ne sont pas prises, vous croyez réellement qu'on pourra gérer notre crise sécuritaire? Aujourd'hui, le Mali gère sa crise sécuritaire sans les Nations Unies, parce qu'on n'en a pas besoin. Je le dis ouvertement, le ministre Sadio l'a dit, le Mali n'a pas besoin aujourd'hui, le Mali est capable. On est en train d'acquérir des drones, on a des hélicoptères de combat, on a des hélicoptères comme on appelle pour les troupes, on a des avions de combat adaptés à l'environnement du Mali, on n'a pas besoin de gros avions pour détruire tout le Mali au motif qu'on combat le terrorisme. C'est ça aussi la particularité du Mali. Le Mali combat le terrorisme en préservant la vie des Maliens, en préservant les acquis. Parce qu'en combattant les terroristes, si vous détruisez tout comme on a vu en Syrie, comme on a vu en Libye, c'est pas la peine. Mais regardez ce qui se passe au Mali. On combat le terrorisme en préservant les vies et en préservant le minimum acquis. Si vous entendez qu'il y a un village qui a été détruit, c'est les terroristes qui ont brûlé. Mais vous ne verrez jamais que c'est sous bombardement de l'aviation malienne. Jamais. Alors, oui, on va prendre notre sécurité en compte en disant non à l'Union africaine, en disant non aux Nations Unies, en disant non à ceux qui ne veulent pas. On préfère travailler avec ceux qui veulent nous aider, mais pas ceux qui veulent nous manipuler. D'accord. C'est pourquoi les trois principes fondamentaux sont essentiels. Alors, merci beaucoup. Voilà, merci. Oui, s'il vous plaît, Monsieur Diarra, avant de revenir sur le plateau, j'avais une question pour vous. Tout à l'heure, vous disiez justement que la liberté de l'Afrique, ou du moins la fin de ce terrorisme qui se vit notamment au Sahel ou encore à l'est de la RDC, je voudrais m'appesantir là-dessus. On a souvenance qu'il y a quelques semaines de cela, la population s'est insurgée, a même manifesté pour faire valoir son mécontentement à l'endroit des forces armées de l'EAC. Voilà, il y a l'EAC qui a envoyé l'armée là-bas pour lutter aux côtés des FARDC contre les rebelles du M23. Mais compte tenu de l'échec également essuyé par les forces justement
de l'EAC, les populations se sont insurgées contre leur présence et a demandé tout simplement à ces forces de quitter le territoire du Nord Kivu. Parce que, en fait, que ce soit la MINUSCO, comme vous le disiez tout à l'heure, les missions onusiennes, et un autre échec encore des forces africaines, c'est-à-dire la coalition de l'EAC, c'était un échec. Donc, finalement, à qui faire confiance? Je pense que je vais répondre rapidement et brièvement. Je vais faire mon maximum pour être le plus clair possible. Je pense que ce sont nos propres militaires qui peuvent assurer notre sécurité. Je le dis toujours, quand vous prenez le cas du Mali, malgré le narratif qu'on met en avant, en payant des journalistes, en payant des activistes pour faire croire que le départ de la force Barkhane a créé un vide de sécurité, ce qui est absolument faux. J'ai dit aux gens, c'est-à-dire c'est facile de rester à l'extérieur et puis dire du n'importe quoi. Nous sommes aujourd'hui, moi je suis un témoin vivant. Avant, tu ne pouvais pas, il y a des choses qu'on ne pouvait même pas se permettre. Mais je vous donne un exemple, une démonstration simple. Aujourd'hui, à Kidal, vous allez voir, les gens vont manifester pour dire on veut l'armée, on veut. Mais avant, quand les terroristes maîtrisaient Kidal, est-ce que tu pouvais sortir pour manifester? 1. Tu ne peux pas t'asseoir devant ta porte. 2. Tu ne peux pas boire ton thé. 3. Tu ne peux pas fumer. Mais les jeunes gens, ils boivent le thé, ils fument, ils font tout ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que l'armée a fait un travail extraordinaire. Ce n'est pas en un jour. Le mal est profond. Je dis, si le Congo-Kinshasa prend exemple sur le Mali, sort des considérations politiciennes, s'assume pleinement avec les 3 principes cardinaux qui aujourd'hui gouvernent le Mali, le Burkina et la Guinée, c'est-à-dire le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques, la prise en compte des intérêts vitaux des États. Tant que le Congo-Kinshasa ne comprendra pas qu'il faut changer de partenaire en ce qui concerne les équipements militaires, la formation militaire, pour former les militaires congolais comme il se doit, les équiper comme il se doit. Évidemment que le Congo sera toujours à la merci de que ce soit les forces internationales. Le Congo a besoin d'avoir une armée. Regarde aujourd'hui, je vais vous donner un autre défi rapide. Le Burkina, il y a un moment, le président capitaine disait toujours très bientôt, très bientôt. Mais il n'y a pas longtemps, le plus gros porteur, le plus gros avion de la Russie s'est posé juste 24 heures, 48 heures après le départ du ministre des Affaires étrangères de la Russie, avec des équipements de pointe, des hélicoptères de combat, des blindés, tout ça. Et ils ont commencé à frapper les terroristes. Je crois qu'en changeant de partenaire, en changeant de stratégie, en changeant de manière de faire, parce que c'est nous, personne, vous croyez que le gars qui quitte dans son pays là, pour venir au Congo, vous croyez qu'il est prêt à mourir pour le Congolais? Mais c'est le soldat congolais qui s'est dit, si je ne meurs pas là, c'est ma maison qui sera brûlée demain. Alors, pour ne pas que ma maison brûle demain, pour ne pas qu'on tue mes frères demain, je préfère faire le maximum pour éviter que cela arrive. Mais quand c'est les étrangers, vous croyez réellement qu'ils vont se... Non, ils sont là comme des mercenaires. Les soldats des Nations Unies, ce sont des mercenaires, comment on appelle? Ce sont des mercenaires légaux. C'est-à-dire, ils viennent agir sur le plan, dans la légitimité des relations internationales. Mais en réalité, ce sont des mercenaires, puisqu'ils ne sont pas des ressortissants du pays. Ils viennent d'autres pays. Mais le Congo a suffisamment les moyens pour s'équiper, former son armée. Il appartient au président de la RDC de prendre sa responsabilité et de former comme il se doit les soldats congolais, de les équiper avec les moyens militaires de dernière génération pour qu'ils relèvent le défi de la sécurité. Ce n'est pas ce que vous avez dit, je suis entièrement d'accord avec vous, mais le Congo ne s'en sortira pas tant que les Congolais eux-mêmes ne seront pas à la première ligne. Et c'est ce qu'Assimi a compris. Il dit personne ne viendra. C'est ce que le capitaine Traoré a compris. C'est le Burkinabé qui va mourir pour le Burkina. C'est le Malien qui va mourir pour le Malien et non quelqu'un d'autre. Il faut que Tshisekedi comprenne cela et puis prenne ses responsabilités pour que ça change, c'est tout. Merci à vous, M. Cheikh Oumar Keïta. 2 dernières questions pour vous sur le plateau, bien sûr, avant de prendre la première thématique de cette émission d'International avec vous. D'abord, professeur Bellec. Alors, si les missions de l'ONU, ou du moins les missions de maintien de la paix de l'ONU, ne sont plus la solution à l'insécurité qui sévit actuellement dans certaines parties du continent, que font-elles encore sur le continent africain? Les missions de l'ONU n'ont jamais été une solution sur le continent africain. D'ailleurs, je vais donner, à la suite de mon compagniste qui a précédé, à savoir Oumar Keïta, je vais revenir un peu sur le Congo. Mais remarquez une chose. L'erreur commence
des Africains eux-mêmes. Un Africain irréprochable, à savoir Patrice Lumumba, c'est un panafricaniste convaincu, il a donné de sa vie. On sait comment il est mort. Il est dans la scie, avec ses deux autres compagnons, Okito et Mpolo. Mais c'est Lumumba qui fait venir l'ONU en 1960. Parce qu'il y avait mésentente dans la nouvelle armée congolaise encadrée par des Belges. Donc, même si c'est un nationaliste qui est au pouvoir, un panafricain, mais s'il n'a pas la maturité, comme l'a dit Omar, il faut tirer les leçons. On a parlé de tirer les leçons depuis qu'on a parlé même de l'Union africaine tout à l'heure. Quelqu'un a dit ici que l'Union africaine ne tire pas les... Peut-être c'est le docteur Sango, voilà, ne tire pas les leçons, on ne veut pas tirer les leçons. Bon, ok, nos aînés ont commis des erreurs. Non, on n'est pas obligé de tomber dans les mêmes erreurs, on les voit. Le Lumumba a fait venir l'ONU parce qu'il y a cette mésentente entre les officiers belges. C'est que le colon laisse des officiers pour diriger l'armée congolaise. Ça entre dans les discussions, la fameuse table ronde là, qui a eu lieu à Bruxelles, là, voilà, pour l'indépendance du Congo. Et maintenant, les officiers belges, eux, n'ont pas changé de façon de se comporter, toujours aussi colonialistes. Donc ça révulse les Congolais, il y a donc mutinerie. Et ceci emmène le gouvernement belge à envoyer un corps expéditionnaire au Congo. Et ils viennent donner l'indépendance et les voilà encore avec leur armée pour venir rétablir l'ordre. On ne les a pas invités. Hein. C'est-à-dire que c'est une agression légale de la nouvelle souveraineté acquise par le Congo. C'est là que le Lumumba se sont obligés de faire intervenir l'ONU. Mais ce faisant, il avait oublié que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Italie de Mussolini ayant envahi l'Éthiopie, Haïlé Sélassié, l'empereur d'Éthiopie, est parti à l'ONU et l'Éthiopie était membre, c'était pas l'ONU, la SDN, celle qui a fait l'ONU. Oui. Et l'Éthiopie était membre de la SDN. Et on se moquait de lui. D'où la chanson de Bob Marley. Wow! Là, il dit que tant qu'il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas, il y aura toujours la guerre. Tant que les gens auront faim, il y aura toujours la guerre. Tant qu'il y aura le racisme, il y aura toujours la guerre. En fait, il reprend un peu le discours d'Haïlé Sélassié qu'il a fait au niveau de la tribune de la SDN. On s'est moqué de lui. Alors, donc, le Lumumba n'en tire pas, vous ne connaissez pas l'histoire. Comme quoi, il faut quand même connaître un peu d'histoire. Voilà. Parce que quand on fait des rappels historiques, il y en a qui veulent directement passer à l'actualité. Bon, faire un peu d'histoire permet d'éviter, c'est juste la mémoire. L'histoire, c'est la mémoire. Je parle pas d'historiographie, hein. Je parle de l'histoire. Parce que l'histoire, c'est ce qui s'est passé et ça reste vrai. Peu importe ce qui s'est passé. Mais l'historiographie, c'est ce qu'on s'arrange avec les programmes scolaires à raconter. C'est toujours traficoté, arrangé selon les intérêts de chaque État ou du colonisateur. Bon. Moi, je parle d'histoire, je ne parle pas d'historiographie. Alors, donc, Lumumba, et ne tenant pas compte de ça, fait appel à l'ONU. Mais l'ONU, au début, ils font du bon travail. Hein. Ils arrivent quand même à mettre la paix. Ils vont même intervenir au niveau de Katanga. Sauf que, mais là j'enchaîne avec la situation d'aujourd'hui, depuis 1963, les missions de l'ONU sur place se succèdent. Ça fait donc 60 ans. 60 ans d'échecs et d'échecs. Et on ne peut plus appeler ça des échecs. Ok? C'est-à-dire qu'ils ont changé de vision. Peut-être que la première fois quand le Lumumba les appelle, ils sont dans la vision de faire quelque chose. Et je signale que celui qui était le secrétaire général de l'ONU, Dark Amarjold, a été assassiné au Congo. On a fait exploser son avion au Congo. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment son avion a explosé au Congo. Ok? Donc on comprend que ça veut dire qu'il y a des forces qui n'étaient pas d'accord avec cette politique-là, où l'ONU intervient vraiment pour aider. Alors du coup, puisqu'on l'a tué celui-là, vous comprenez que les secrétaires comme celui-ci, qui est, comme l'a si bien dit Omar, Cheikh Omar Keïta, je suis d'accord avec lui. Celui-ci, il a la solde, je parle de Gutiérrez, il a la solde de l'OTAN. Qui dit OTAN dit d'abord aux États-Unis. Voilà. Et depuis, on recrute des gens comme ça. Et celui qui n'est pas d'accord, je pense par exemple à l'Égyptien. Hein, c'était... vous voyez de qui je parle? Il a été secrétaire général, un Égyptien, Boutros Ghali. Boutros Ghali. Voilà. Et à partir du moment où lui aussi a voulu il a voulu jouer son rôle de secrétaire général. Et vous savez, on l'a mis dehors. On s'est arrangé pour qu'il sorte. Et puis on a mis un espagnol. Maintenant, c'est l'espagnol, le portugais. Bref, des ibériques, quoi. Et eux, ils sont des soumis. Même à l'UNESCO, on les met là-bas. Ils sont soumis. Depuis, ce sont ces gens-là qui gèrent. Alors, donc, on en arrive maintenant à la MINUSCO. Mais Kabila, Joseph, n'a pas demandé à la MINUSCO de partir.
Même Tshisekedi a bégayé un peu sur le sujet, il a eu du mal à s'exprimer totalement. Même lui demande, en tout cas le peuple congolais a manifesté. On a même tué des Congolais. Les troupes de la MONUSCO ont tiré sur les Congolais qui manifestaient, un peu comme ça se fait au Mali, au Burkina, au Niger. Ils demandent que ces gens-là s'en aillent. Eh ben non. Ah ben, on a fini, ils renouvellent. On leur dit non, on ne veut plus de vous. Pareil en Centrafrique, la MINUSCA. On dit on ne veut plus de vous. Le mandat, ils renouvellent, ils forcent. Et c'est la France qui prend le dossier pour aller défendre le maintien même au Mali de la MINUSMA. Elle est encore au Mali aujourd'hui. Les Maliens veulent que la MINUSMA s'en aille. Donc ça veut dire que depuis l'assassinat de Amar Djold, l'ONU, quand ils envoient des troupes en Afrique, ce n'est pas dans l'intérêt de l'Afrique. C'est au contraire pour gérer l'Afrique au profit de ces pays impérialistes qui sont pour l'unilatéralisme, en tête leur chef, les États-Unis d'Amérique. Alors, le Gutiérrez, là, c'est lui qui a annoncé des millions de morts, au moins deux fois de suite. Pour le Covid, il y aura beaucoup de morts en Afrique, des millions, la dernière chiffre. On n'a jamais vu des millions de morts en Afrique. Mais toi, tu es secrétaire des Nations Unies. C'est pour le monde entier. Tu es au service du monde entier, secrétaire général. Mais tu annonces la mort, surtout qu'on ne la voit pas. Elle n'est jamais venue. Il fait genre, je m'inquiète pour l'Afrique, alors que c'est en Europe que ça se passe. Il fait s'inquiéter pour l'Afrique, il ne se passe rien. Alors, c'est pas tout. Après, il y a eu aussi cette affaire de... Qu'est-ce qu'ils nous ont pas inventé? Les vaccins, le paludisme, bref. Les variants. Les variants, oui. Et puis le paludisme, il faut se vacciner, mais nous savons... sauf que ces imbéciles n'ont pas compris que nous, on a compris que nous, on ne veut même plus entendre parler de vaccins jusqu'à nouvel ordre. Parce que qui dit vaccin maintenant pour un Africain veut dire on va t'éliminer. Il n'y a pas de vaccin valable de nos jours qui ont cours. Et on n'a pas vu les bienfaits du vaccin. Donc, ils sont toujours là à nous annoncer des millions. Alors, voilà, le terrorisme, la famine, toujours à nous annoncer, vous allez mourir de famine en Éthiopie, au Congo, au Mali, même au Cameroun. Vous allez mourir à cause de la guerre de nos eaux. On va mourir de faim. Oui, même au Cameroun. Donc, donc ça a continué comme ça. Et finalement, on a fait la remarque, là, on a dit tout à l'heure que M. Gutiérrez prend la parole au niveau de l'Union africaine. Mais qu'en est-il de l'Union européenne? Moi, je vous dis qu'il ne parle pas là-bas. En tout cas, quand il parle, c'est un discours poli. Mais il ne parle pas pour faire des injonctions ou donner des consignes. Jamais. Il ne peut pas. Il n'a rien à dire. Mais en Afrique, ce sont les mêmes impérialistes. Alors ça, c'est aussi les Africains qui donnent cette possibilité. Pourquoi? Parce que ce sont les Africains qui les invitent, en fait. Ce sont les Africains qui leur donnent la parole, qui les font monter à la tribune, qui montrent qu'ils sont importants. Et c'est désolant parce que finalement, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne pas grand-chose et on se ridiculise. Parce que on montre qu'on donne de l'intérêt à des choses, à des gens qui n'ont pas cette valeur qu'on leur accorde et à nos dépens, parce que je pense que l'Afrique mérite mieux, plus de considération. Tout à l'heure, on parlait de la zone de libre-échange. Vous voyez? Là, il faut faire le vrai travail, on ne le fait pas. Mais on est prêt à écouter quelqu'un qui nous a annoncé des millions de morts qui n'ont pas eu lieu. En fait, c'est ce qu'il souhaitait. Il faut comprendre que c'est ce qu'il souhaite. Il faut comprendre que la MINUSCO, la MINUSMA, la MINUSCA, tout ça, c'est pour tuer de l'Africain. Et lorsque ces troupes commettent des exactions, par exemple, je pense à l'armée française, et même il y a eu les Bengalis aussi, les gens du Bangladesh, voilà. Et il n'y a pas de poursuite. C'est comme si c'était rien passé. Donc, on comprend bien que donc, vous savez que l'Afrique n'est qu'un champ d'action, voilà, où on essaie de contrôler au maximum le territoire, de sorte qu'on puisse librement piller les matières premières. Je crois qu'on en parlait tout à l'heure, au niveau des mines. Et puis, voilà. On va attendre un peu, tant que ça se... Je parlais dans le vide, en fait. Je pense que nous allons d'ailleurs poursuivre avec, bien sûr, cette légère interruption. Nous allons poursuivre avec vous, Dr Sango, afin
sortir définitivement donc de cette thématique autour notamment de ce 36e sommet de l'Union africaine, l'aspect sécuritaire qui n'a pas également été écarté, évoqué par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Alors il parlait de cette situation sécuritaire qui se détériore de plus en plus à travers le continent. Aujourd'hui, on s'interroge si cette force-là, ou du moins si ces missions de maintien de la paix sont-elles encore des solutions. On se souvient qu'il y a des mois de cela, le secrétaire général des Nations Unies nous avait clairement dit que la MONUSCO n'était pas suffisamment armée face aux rebelles du M23. Ce qui avait d'ailleurs suscité la colère du peuple congolais à l'époque qui s'était levé pour demander le départ de la force onusienne déployée du côté de la République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, dans cette crise de la sécurité qui s'écoule le continent, est-ce que vous pensez que la solution endogène de plus en plus est expérimentée? En direct d'Addis Abeba en Éthiopie, For You Media prend part au 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Seulement à quelques heures de la grande rencontre, c'est-à-dire entre les dirigeants africains, il faut dire qu'il y a eu plusieurs réunions de concertation entre certains dirigeants qui sont d'ailleurs déjà ici du côté d'Addis Abeba et bien sûr d'autres organismes internationaux et autour de plusieurs thématiques. Alors nous avons pu accéder à certaines de ces rencontres. On a couvert cette rencontre autour de la sécurité, de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Bien évidemment, le président Félix Tshisekedi y a pris part. On se souvient d'ailleurs qu'au sommet États-Unis-Afrique, il y a eu cette autre concertation avec le président angolais qui joue un grand rôle justement dans ce sens-là. La discussion s'est donc poursuivie ici du côté d'Addis Abeba. De l'autre côté, on a parlé aussi du climat dans le cadre de ce sommet, du moins en marge de cette rencontre des chefs d'État. Le président, cette fois-ci, Bazoum, c'est lui qui a présidé cette rencontre à ses côtés d'autres dirigeants africains, ses homologues, entre autres d'ailleurs, celui de la Mauritanie, Ould Abdelaziz. On a aussi vu le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, qui a pris part. Mais à côté de cela, comme on l'annonçait, il y a eu des institutions, alors des organismes tels que l'OIF, avec Madame Mouchikou Wabo, qui a pris part aussi à cette discussion. On a vu aussi le président Denis Sassou Nguesso, le président du Congo, qui a présidé une réunion. Entre autres, on a parlé aussi de la question libyenne. D'ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies y a pris part. M. Antonio Guterres était aussi présent dans le cadre de ces différentes rencontres. Alors, pour l'heure, plusieurs dirigeants africains ont donc déjà foulé le sol éthiopien lorsque dans quelques heures seulement ils vont se retrouver autour de la question, vous le savez, la grande thématique de l'accélération de la libre circulation sur le continent africain. Voilà, For You Media Africa en direct d'Addis Abeba pour le 36e sommet de l'Union africaine.
Borema kubano masakele yo alali sarala ilabara yomala yo sola Yasin kasama jabi jonka ikema mutani ngala kila sonta fokaira Cuba Baranyo makela konite bonola Wohomana kumu kepi alale isala solo ye Musulo sonima kubano Keulo sonima kubano Musulo sonima kubano Solo Ko alali sarala Solo ye Inya ye dunia munatin Muhammad Sabari alali sarala Solo ye So de ma solo Rema cubano masakele Isla malika kuya mohalela kumandida kadina Bakari manedima Sarakule musolo ding Fafana Kambili de Mobi Tunamakele Yasi Kemale Albertina Fine Wala Manuel Malam Fali Mohamed Ifa Mane Jonkenda Fala Zarala, la baranyo mala solo ala le zarala la barana Jesse Doma una Jesse Doma Albertina Burema Cubano ala le zarala la baranyo mala De haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Et nous savons que tous les pays voisins de la Libye qui subissent directement les effets de cette crise, on rate de voir la lumière au bout du tunnel. Nous pensons particulièrement aux pays du Sahel. Nous pensons aux migrants dans les déserts. Et donc nous venons de tenir une bonne réunion, qui nous conforte dans l'idée que